Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 5 octobre. Collision de 2 trains près de la gare de Paddington à Londres. Il y a au moins 8 morts et 132 blessés. Les conséquences de la privatisation des chemins de fer anglais sont dénoncées. Débat parlementaire sur la deuxième loi réduisant le temps de travail à 35 heures. Nous évoquerons les points de controverse, les réactions politiques, le bilan de la première loi, déjà soutenu par Martine Aubry, la ministre de l'Emploi, est ce soir notre invitée. La France résiste aux bofs britanniques, pas question de lever l'embargo malgré les menaces de sanctions de l'Union européenne. À Marseille, un règlement de compte entre gangs tourne au drame. Par erreur, un adolescent de 17 ans est abattu par des tueurs. Cinéma avec le film de Jim Jarmusch, demain sur les écrans, Ghost Dog, la voix du samouraï avec Forest Whitaker. C'était ce matin à Londres, près de la gare de Paddington. Il était un peu plus de 8 heures. Les trains étaient bondés. 2 convois se sont très violemment heurtés. Les wagons se sont renversés. Il a fallu de nombreuses heures pour les sauveteurs avant de compter un bilan tragique provisoire. 8 morts et 132 blessés. Voyez le reportage de Jacques Cardoz et Sten Rosenlohn. Voilà le premier témoignage de ce drame, une épaisse fumée noire. Dès lors, l'horreur se devine. Après la violence du choc, ce fut l'embrasement. 8 personnes périssent, des dizaines d'autres tentent de fuir ces wagons noircis. On ne savait plus dans quel sens on était, ni comment on allait pouvoir sortir. Oui, c'était la panique. Tous les wagons du train ont pris feu. Les passagers criaient, les gens blessés hurlaient « Sortez, sortez !» Notre wagon était couché sur le côté. Nous avons dû sauter du train et puis nous avons essayé d'aider les autres blessés. Certains ont même été projetés en l'air, d'autres brûlés au visage ou aux mains. 80 pompiers ont été nécessaires au secours et en fin de journée, certaines personnes étaient toujours prisonnières d'une tôle carbonisée. Nous avons d'abord retiré les corps les plus proches et ensuite nous avons commencé à découper la tôle afin d'avoir accès aux voyageurs qui se trouvaient, eux, au fond des wagons. Voilà ce que l'on sait de cet accident. L'un des 2 express, celui situé à gauche, a entamé une traversée des voies. Ça marche normal, mais pour une raison inconnue, celui-ci a été heurté alors qu'il n'avait pas encore achevé sa traversée. Il n'y aurait pas eu d'incident électrique ni mécanique. Les rails semblaient, eux, en bon état. En fin de journée, les enquêteurs ont pu retrouver l'une des 2 boîtes noires et le ministre des Transports promet une enquête rapide. Le train qui se trouve derrière moi est équipé du nouveau système d'alerte censé prévenir les chauffeurs lors d'une mauvaise lecture de la signalisation. Car ici, en effet, toutes les questions se concentrent autour du problème de l'affichage lumineux. A-t-il été défaillant, mal interprété ou même oublié par l'un des 2 chauffeurs? Une hypothèse qui n'est pas à exclure, car lors d'une précédente collision ici en Grande-Bretagne, on se souvient qu'un des 2 chauffeurs avait préféré la lecture de son quotidien à la lecture de la signalisation. Alors cette collision est la 3e en 11 ans pour les chemins de fer anglais et ce qui s'est passé ce matin relance toutes les accusations sur les systèmes de sécurité depuis que Margaret Thatcher engagea la privatisation de British Rail. Le réseau est vétuste, la signalisation approximative et le nombre de plaintes déposées par les passagers auraient augmenté de 150% depuis 2 ans. Enquête d'Olivier Galzi et Abdel Zouiouch. C'était en 96. Tony Blair inaugurait en grande pompe les premiers trains aux couleurs de Virgin. Virgin, comme d'autres compagnies privées, rachètent alors par morceaux les lambeaux de l'ex-British Railways. Pour les repreneurs, le marché est juteux. Il faut dire que British Railways est très peu endetté, et pour cause, la société nationale n'a pas fait d'investissement depuis des années. Septembre 97, Southall. Survient alors le premier accident meurtrier de l'ère privatisée. Une collision entre 2 trains, étrangement ressemblante à celle qui s'est produite à Paddington, fera 7 morts et 150 blessés. Et cette question qui revient aujourd'hui, les sociétés privées ont-elles assez investi dans la sécurité des trains? Il y a eu beaucoup d'enquêtes sur les accidents précédents. Et ces enquêtes ont révélé une carence dans ce qui aurait dû être fait, et notamment en ce qui concerne les systèmes de sécurité dans les trains. Alors il n'y aurait pas eu assez d'investissement? Non, probablement pas assez, et cela risque d'être observé de très près. À l'appui de ces propos, un inquiétant rapport gouvernemental a récemment révélé une augmentation significative des incidents en 98. 2 chiffres, cette année, plus d'1 millier de rails ont été retrouvés brisés. Cette année enfin, 643 conducteurs de train ont brûlé un feu rouge en Grande-Bretagne.
Railtrack, société cotée en bourse et chargée de l'entretien des voies ferrées, a réalisé cette année plus de 4 milliards de francs de bénéfices. Un chiffre plutôt gênant en regard des investissements ou plutôt du manque d'investissements réalisés. Alors pressé par l'opinion publique, Tony Blair menace, admoneste ces sociétés privées, mais la panoplie de sanctions dont il dispose pour l'instant ne s'est guère avérée très efficace. Et il y a quelques minutes, nos confrères de la télévision anglaise Sky TV viennent d'annoncer que le bilan provisoire serait maintenant de 26 morts. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, commençait l'examen de la deuxième loi portant sur la réduction du temps de travail à 35 heures. Au lendemain des manifestations contradictoires des patrons du MEDEF et des syndiqués de la CGT, le débat s'ouvre donc pour 2 semaines sur le contenu du projet gouvernemental. Comment s'y opposer pour les uns, comment l'améliorer pour les autres. Il y a dans ce texte plusieurs points qui en effet suscitent et susciteront des affrontements, notamment les heures supplémentaires, la situation des cadres et le SMIC. Voici quelques explications avec Florence Griffon. Le 1er janvier prochain, les entreprises de plus de 20 salariés devront passer aux 35 heures. Encore faut-il être d'accord sur le décompte de ces heures. Doit-on inclure le temps de pause, le temps nécessaire à l'habillage? De nombreux amendements ont été déposés en ce sens. Dans tous les cas, les entreprises pourront bien sûr recourir aux heures supplémentaires. Celles-ci seront taxées de seulement 10% dans un premier temps. Retour à la normale en 2001 avec une taxation de 25%. Une pénalité peu dissuasive pour les entreprises qui ne souhaitent pas passer tout de suite aux 35 heures. Autre possibilité offerte par la loi, faire varier la durée du travail sur l'année, l'annualisation. La durée maximale annuelle est fixée à 1600 heures. Les entreprises sont libres de sa répartition pourvu qu'elles respectent bien sûr une moyenne de 35 heures. Cette flexibilité sera encore plus sensible pour les cadres qui gèrent eux-mêmes leur temps de travail. La loi ne fixe plus un nombre d'heures maximum par jour, mais un nombre de jours maximum par an, 217. C'est 10 jours de moins qu'actuellement, mais pas forcément moins de travail. En outre, les entreprises qui diminuent effectivement leur temps de travail auront droit à un allègement des charges, même si elles ne créent pas d'emplois. Enfin, le SMIC pose problème. Dans les entreprises existantes, il sera garanti au niveau actuel, 35 heures payées 39. Pour celles qui se créent, la question n'a pas été tranchée. Et la ministre de l'Emploi a voulu, dès cet après-midi, s'adresser à ceux qui n'ont pas encore franchi le pas vers les 35 heures. Mais face aux députés, la tâche sera peut-être plus rude, car non seulement la droite parle d'une démarche dangereuse et prévoit de supprimer la loi lorsqu'elle reviendra au pouvoir, mais les communistes campent sur des positions de refus du texte actuel. Reportage Javi Timbert et Jean-Pierre Pasteur. 15 heures cet après-midi. Lionel Jospin quitte Matignon pour l'Assemblée nationale. C'est la rentrée du Parlement et c'est le dossier de la rentrée. Martine Aubry est déjà à l'heure. Pour supprimer des emplois. Dans l'hémicycle, pour l'heure, la ministre parle de Michelin. Dans les couloirs, c'est l'affluence des grands jours. Les ténors sont de sortie. Pour évoquer les 35 heures, chaque parti ou presque a délégué l'un de ses chefs et chacun joue une partition bien à lui. Il y a des nuances et il y en a d'abord dans l'opposition. Nous sommes, nous, du côté de ceux qui croient que l'aménagement du temps de travail est une piste à condition qu'il soit négocié et pas imposé d'en haut. C'est une démagogie absolue de dire, au fond, le pays ira mieux avec des gens qui travaillent moins. Tout le monde sait que c'est une mauvaise loi et M. Jospin s'entête. Pourquoi il s'entête? Pour une raison très simple, c'est que sa majorité est en train de voler en éclats. En fait, la majorité plurielle semble plutôt rechercher un compromis. Les communistes et les Verts avaient dit qu'en l'état, la deuxième loi sur les 35 heures était invotable. Aujourd'hui, le ton est plus conciliant. Ça peut être une très grande réforme de gauche et nous allons tout faire pour que ce soit ainsi, mais pour le moment, il faut sensiblement amender cette loi. Il y a eu des efforts visibles de la part du ministère et de la majorité socialiste la semaine dernière en commission sociale. Je pense que ces efforts vont être concrétisés maintenant dans l'hémicycle. La question des heures supplémentaires, la situation des smicards, 2 chapitres de la loi sur lesquels Martine Aubry est interpellée par la gauche. Mais aujourd'hui, c'est peut-être d'abord aux patrons que la ministre a répondu. Ce n'est pas une loi contre les entreprises. Elle doit leur permettre de mieux fonctionner. Et si elles fonctionnent mieux demain, si elles sont plus compétitives, c'est plus de richesse et c'est plus d'emplois, et nous nous en réjouissons. Sous le regard du secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, les députés entament un long marathon. Les séances de nuit sont déjà programmées. La discussion de la nouvelle loi Aubry risque de durer beaucoup plus que 35 heures. Alors pour illustrer la diversité des conséquences de la réduction du temps de travail, il faut à cet instant, dans ce journal, s'intéresser à ce qui vient de se passer à la Massif, la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France. 6 000 salariés sont concernés par un accord de réduction du temps de travail passant de 35 à 31h30 par semaine. Le prix de cet accord est celui d'une plus grande flexibilité horaire. Reportage Nathalie Moisan et Alain Locaccio.
Est-ce qu'on va travailler un petit peu? On y va. Et ils y vont avec le sourire. Contrairement à d'autres, lorsque les cadres de la Massif discutent réduction du temps de travail, la caméra n'est pas obligée de rester à la porte. Ici, la question n'est pas taboue, même si tous les problèmes ne sont pas réglés. Il va falloir que je leur dise à quel endroit je les recrute. Et j'aimerais bien savoir quel va être leur statut. Des questions, mais pas de blocage. Les 35 heures, voilà 15 ans que la Massif les applique. Aujourd'hui, elle décide même de passer aux 31h30. Ni sabordage, ni philanthropie. La mutuelle a juste vu dans la loi Aubry l'occasion de conclure un marché avec ses salariés. Vous avez un statut social dans l'entreprise qui est de haut niveau. En revanche, l'entreprise est un petit peu figée et ne rend pas tout à fait le service qu'elle devrait à ses sociétaires. Par conséquent, nous vous proposons d'augmenter nos plages d'ouverture pour mieux accueillir le public. En contrepartie, nous sommes prêts à discuter d'une réduction du temps de travail. En clair, une mise à plat du contrat social de l'entreprise avec ses contreparties, travail le samedi, horaire plus souple, salaire gelé. Pour la CFDT, signataire de l'accord, la perspective d'embaucher 360 personnes l'a emporté. Les salariés sont partagés. C'est vrai qu'aujourd'hui, la concurrence dans le domaine de l'assurance est vraiment présente et active tous les jours. Donc la Massif doit se battre aujourd'hui plus que jamais face à des concurrents qui sont parfois encore beaucoup plus disponibles que nous. Travailler le samedi encore, ça peut aller. Peut-être travailler un peu plus tard le soir, peut-être faire des journées un peu plus longues. Aussi avoir une journée de libre dans la semaine, mais pas fixe. Donc c'est vrai que c'est après compliqué pour pouvoir s'organiser. Des conséquences encore floues pour les salariés. Dans tous les cas, une plus grande flexibilité que dénonce la CGT. Plus grande amplitude horaire journalière, plus grande amplitude hebdomadaire et avec des effectifs insuffisants. Donc faut qu'on nous explique comment on peut nous dire que ça va être une amélioration des conditions de travail. Un accord donnant-donnant dont les salariés ne voient pas encore nettement les avantages. Grâce à la loi Aubry, la direction a certes pu faire évoluer un statut social rigide, mais c'est dans la pratique que l'accord montrera s'il est aussi favorable aux uns qu'aux autres. Alors avant d'aller plus avant dans l'examen de cette seconde loi de 35 heures avec Martine Aubry, il est utile de faire un bilan de la première loi, bilan sur le nombre d'accords, sur le coût et sur ses effets pour l'emploi. Commentaire Émilie Lançon. Moins d'un an et demi après le vote de la première loi sur les 35 heures, c'est d'abord sur l'emploi que tout le monde attend Martine Aubry. Plus de 120 000 emplois ont été créés ou maintenus grâce à la réduction du temps de travail. Des emplois qui, dans un cas sur 10, auraient de toute façon été créés grâce à la croissance. C'est ce que l'on appelle l'effet d'aubaine. 15 000 accords ont été signés et plus de 2 millions de salariés sont déjà passés aux 35 heures. Cela représente en fait un employé sur 4 pour les entreprises de plus de 20 personnes, les seules concernées par la loi dès le 1er janvier prochain. Combien les 35 heures vont-elles coûter ? Les charges sociales seront allégées. Sur les hauts salaires, les patrons obtiennent une ristourne de 40 milliards de francs. Pour les bas salaires, c'est-à-dire ceux qui n'excèdent pas 12 000 francs mensuels bruts, les exonérations de charges sont encore plus importantes, 70 milliards de francs. En tout, c'est 110 milliards de francs qu'il faudra trouver pour financer les 35 heures. Enfin, les entreprises qui ont signé des accords avant le 30 juin dernier bénéficient d'aides incitatives pour un montant de 3,5 milliards de francs cette année. Martine Aubry, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez entendu François Daubert, il dit le pays ira mieux avec des gens qui travaillent moins. Il dit que c'est une illusion, une utopie. C'est vous? Écoutez, je crois qu'on disait jusqu'à il y a quelque temps que la réduction de la durée du travail crée des emplois. On le disait, maintenant on le sait, puisque en moins d'un an, 125 000 emplois ont été soit créés, soit préservés par la réduction de la durée du travail, 85% d'ailleurs créés, ce qui est exactement la réduction du chômage l'année dernière en France, qui est une année, je vous le rappelle, exceptionnelle. Ça veut dire finalement que la réduction du temps de travail, c'est à peu près 100 000 chômeurs en moins pendant toutes ces années où nous allons y passer. Je crois que c'est loin d'être négligeable. Alors vous avez entendu très certainement M. Seyer, qui était au Palais des Sports hier à Versailles, on a beaucoup parlé de vous. Il dit qu'au fond, il n'y a que 1% seulement des entreprises qui ont signé et que tout ça est un leurre et que c'est une erreur et que vous ne devriez pas persister. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? D'abord deux choses. D'abord que les salariés qui sont dans les entreprises de plus de 20, c'est-à-dire qu'ils doivent appliquer les 35 heures
d'ici le 1er janvier 2001, eh bien 1 sur 4 de ces salariés sont déjà aujourd'hui aux 35 heures ou couverts par un accord. Donc pour il y a des salariés de plus de 50 salariés, c'est plus ça de 20 salariés. De plus de 20 salariés. Donc il y a effectivement des entreprises qui manifestent, il y en a d'autres qui manifestent en signant des accords et ça je le regarde aussi. Ceci dit, moi j'écoute et j'entends. Je comprends d'ailleurs très bien qu'il y ait des inquiétudes. Ce n'est pas facile de passer aux 35 heures. Mais je crois que s'il était facile de réduire le chômage dans ce pays, nous aurions réussi les uns et les autres depuis longtemps. Donc il faut le faire, c'est pas facile. Ça met en cause les conditions de vie des salariés, leurs conditions de travail, l'articulation d'hommes et des machines, une meilleure qualité de l'organisation. Et il faut discuter de tout cela et les financer. Mais la question fondamentale, Martine Aubry, c'est quand même pourquoi une loi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas seulement inciter? Pourquoi est-ce qu'il faut contraindre? Et je le regrette, mais quand la loi revient à lancer effectivement la négociation sur la réduction de la durée du travail, eh bien on a eu très très peu d'accords. Quand nous sommes arrivés, il y en avait à peine 500. C'est dommage, mais nous sommes un pays où si la loi ne montre pas le cap, si le gouvernement ne montre pas le cap, et nous devons le faire, car aujourd'hui pratiquement personne ne conteste que la réduction de la durée du travail crée des emplois. Si nous ne montrons pas le cap, il ne se passe rien. Mais ceci dit, cette loi, elle a fait confiance à la négociation. Déjà la première loi. Et je crois que nous avons bien fait de faire confiance à cette négociation. Sauf quand même qu'il y avait déjà des accords de branche. Il y avait des accords de branche qui étaient signés et sur lesquels vous passez complètement. Absolument pas. Les accords de branche, les accords de branche, bien sûr, la chimie, bien évidemment, mais ces accords sont très importants. Ils couvrent aujourd'hui 8 millions de salariés. Nous avons repris toutes les clauses, sauf celles qui manifestement étaient contraires avec la loi. Je vais vous le dire tout de suite. Par exemple, celles qui visaient à sortir complètement les cadres de la réduction de la durée du travail ou à faire travailler le dimanche dans des secteurs où la loi ne le permet pas. Pour le reste, la loi, la deuxième loi, et je crois que le MEDEF le sait bien, reconnaît les accords qui ont été signés. Je dirais même plus, cette deuxième loi, sur beaucoup de domaines, la définition des cadres, la contrainte, la modulation justement et la souplesse, la légitimer, mettre des délais de prévenance, c'est sur les accords que nous nous sommes appuyés. C'est donc les chefs d'entreprise et les salariés qui ont négocié, qui nous permettent aujourd'hui de faire une deuxième loi, qui est, je crois, un progrès dans le domaine social, qui apporte des contreparties, mais qui aussi prépare l'avenir, c'est-à-dire des entreprises plus compétitives. Mais quand même, alors j'évoquais pourquoi contraindre avec une loi, vous dites je le regrette, on ne peut pas faire autrement, mais alors une loi qui va jusqu'à réglementer les temps de pause, les problèmes d'habillement et tout. Est-ce que l'État ne se mêle pas d'un peu trop de choses au sein d'une entreprise? Si vous voulez, ça date de 1909 en France, et je crois qu'au contraire, nous avons essayé de moderniser ce texte. Avant, on parlait par exemple du temps de casse-croûte. Aujourd'hui, on dit tout simplement, et je crois que tout le monde le comprendra, c'est quelque chose qui est de bon sens, que lorsque l'on se restaure, si on reste à la disposition de l'entreprise, qui peut vous appeler à tout moment à travailler, c'est du temps de travail. Si vous pouvez vaquer à vos occupations, ce ne l'est pas. Donc je crois que c'est simplement une règle de bon sens qui reprend la jurisprudence et ce n'est en aucun cas revenir sur des éléments archaïques ou je ne sais quoi. C'est d'ailleurs encore une fois dans le Code du travail depuis des années. Je pense que personne 35 heures créent ne des peut en emplois, douter. mais votre ami de ministre Oscar dans son projet de loi de finances là montre que avec l'allègement des charges, on créerait beaucoup plus d'emplois. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux abaisser les charges? C'est bien pour ça que nous allégeons. Beaucoup plus. Vous savez que je me bats depuis 2 ans pour que l'on baisse les charges sociales sur le travail. Pardon, mais dans la deuxième loi, vous baissez les charges, mais sans obligation de créer des emplois. Si vous le permettez. Il y a aujourd'hui une baisse des charges qui se limite aux très très bas salaires et qui a été financée par les ménages. C'est la ristourne dégressive que M. Balladur et Juppé ont mis en place. Qu'est-ce qu'il y aura demain? Et c'est pour ça que le président de l'Union professionnelle artisanale de l'UPA applaudit à cette réduction des charges. Il va y avoir une réduction des charges qui va entre le SMIC et 1,8 fois le SMIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va baisser les charges dans notre pays environ de 5%. Le coût du travail va baisser de 5% pour les salaires en dessous de 10 000 francs, une fois pris en compte le coût de la durée du travail. Mais est-ce que, est-ce que pour autant vous tenez compte de création d'emplois ou pas? Absolument. Non. Si vous permettez un instant, donc cette baisse des charges, elle est très importante. Elle va être financée de plusieurs manières, y compris par les grandes entreprises, par une taxe sur les profits et sur les entreprises polluantes. Et cette baisse des charges, qui va au-delà, encore une fois, du coût de la réduction de la durée du travail, va aider le commerce, l'artisanat, les services, les entreprises de main-d'œuvre, ceux qui créent des emplois aujourd'hui. Que dit-on et pourquoi a-t-on lié cette réduction des charges à l'accord sur la durée du travail? Eh bien justement parce que quand on signe un accord sur la durée du travail, on crée des emplois, ou on sauvegarde des emplois. Depuis 1 an, je dirais, la preuve est faite. Et moi, je fais confiance à ceux qui signent des accords. Ce d'autant plus, vous le savez, que dans cette loi,
Pour avoir le droit à la baisse des charges, il faudra que l'accord ait été signé par des syndicats majoritaires ou qu'il ait donné lieu à une consultation du personnel et qu'une majorité d'entre eux se soit dit favorable. Eh bien moi, vous savez, je fais confiance aux salariés. Ils me disent tous, quand je vais dans des entreprises qui signent, on est fiers de créer des emplois. Donc ils vont se battre pour cela. Martine Aubry, vous dites vous êtes prêt à améliorer ou à enrichir votre texte. Ça veut dire vous êtes prêt à céder quoi au Parti communiste, par exemple? Je crois que les choses ne se posent pas comme ça. Quand même, il va y avoir des transactions là pendant 2 semaines. On n'a jamais travaillé comme ça entre les groupes de la majorité. Chacun, et moi je m'en réjouis, je crois que c'est la démocratie, puis ça montre qu'aussi nous n'avons pas des députés godillots, mais des gens qui se battent parce que nous voulons tous réussir les 35 heures. Ils sont quelquefois un peu méchants même avec vous, non? Mais non, ils ne sont pas méchants. Ça se passe très bien. Vous savez, on veut tous réussir les 35 heures. Ce n'est pas une loi qui est faite pour plaire aux uns ou déplaire aux autres, c'est une loi qui est faite pour réussir. Réussir, c'est quoi? C'est avoir des entreprises plus compétitives. Non, et 84% mais qu'est-ce que des vous allez entreprises... céder au Parti communiste, par exemple? Je vais vous dire un mot tout de suite. 84% des entreprises qui ont signé les 35 heures sont dissatisfaites. 85% des salariés. Est-ce que ça, c'est quand même pas plus intéressant d'écouter ceux qui ont signé? Donc je ne saurais pas ce que vous allez céder au PC, quoi. Non, mais le Parti communiste demande qu'effectivement il y ait un effet emploi. Bien évidemment, il faut que ces accords prévoient de manière claire, et la loi le dit d'ailleurs déjà, des créations d'emplois ou des emplois préservés. Je fais confiance aux syndicats pour les négocier. Le Parti communiste insiste par exemple sur le fait que les durées maximales du travail doivent être réduites, ce que demande aussi l'ensemble des partis de la majorité. Nous sommes d'accord pour le faire. Tout le monde s'est mis d'accord, le rapporteur l'a rappelé cet après-midi, pour une définition du travail effectif, pour la formation professionnelle. Et là, nous avons un accord de tous les partis de la majorité. Vous savez, je crois que les 35 heures, c'est un vrai changement de société. Les gens vont mieux vivre. Les gens vont mieux vivre. Tout le monde les veut. Si je et je pense que tous ceux qui veulent une société où on vive mieux et on vive mieux ensemble voteront cette loi et nous arriverons à un bon texte. J'en suis convaincue. Si je comprends bien, Martine Aubry, j'aurai peut-être des réponses plus précises au bout de 2 semaines. J'ai quand même essayé d'y répondre un petit peu. Merci beaucoup. C'est au nom de cette même revendication d'un temps de travail limité que les chauffeurs routiers manifestaient aujourd'hui dans de très nombreuses villes de France et voies de circulation. Il y a eu des barrages filtrants, aussi bien à la frontière franco-espagnole que dans le Nord-Pas-de-Calais, près de Clermont-Ferrand, au tunnel sous la Manche, en Pays Basque, en Savoie et en Isère. Pour entendre les revendications des routiers, dont les heures de travail dépassent très largement les 35 heures, au risque parfois de danger pour leur santé ou au risque de la sécurité des autres, nous avons recueilli avec Jérôme Soulard et Patrice Schumacher des témoignages. C'était au Pont de l'Europe, à Strasbourg, où les manifestants laissaient passer au compte-gouttes les automobilistes. 7 heures ce matin sur le Pont de l'Europe à Strasbourg, poignée de main cordiale entre routiers français et allemands. Premier barrage pour les camions, distribution de tracts pour les automobilistes qui passent au ralenti. Premières explications orageuses. Dans l'ensemble pourtant, en français, en allemand et même en italien, l'harmonisation européenne des règles du transport routier est un sujet qui préoccupe les chauffeurs. Il faut qu'il y ait une harmonisation européenne sur le transport. C'est une évidence. Pour les taxes, impôts et vignettes, qu'importe que l'on soit hollandais, français ou allemand, il faut que l'on soit tous traités sur un pied d'égalité. Autre revendication très importante, le travail du dimanche, interdit aujourd'hui dans beaucoup de pays européens, mais que certains voudraient voir autorisé. Nous voulons obtenir le maintien du repos dominical, préserver la vie de famille. Les conditions de travail, certes, c'est une chose, mais n'oublions pas que pour avoir des bons travailleurs, il faut qu'ils soient bien dans leur tête et bien dans leur peau. Donc le repos dominical est très important pour nous. Heureuse surprise pour les routiers en colère, la visite d'un parlementaire européen anglais, l'un des responsables de la commission transport. Les routiers font beaucoup trop d'heures au volant. Ils mettent leur vie en danger, mais également la vie et la sécurité des autres. Nous devons absolument imposer une règle commune pour les horaires dans le secteur du transport. Un peu plus tard, les chauffeurs seront même reçus officiellement au Parlement européen, un précieux soutien 24 heures avant la réunion de Luxembourg, où les ministres des 15 tenteront de dessiner l'avenir des transports routiers. La condamnation hier à 6 mois de prison ferme du vice-président du syndicat des maraîchers des Pyrénées-Orientales est qualifiée d'incompréhensible par la FNSEA. Il est reproché aux militants syndicalistes des violences sur des policiers. D'autres agriculteurs, d'autres responsables syndicaux se sont rendus symboliquement aujourd'hui devant les locaux de la police judiciaire de Perpignan pour exprimer leur solidarité.
Le ministre de l'Agriculture, Jean Glavany, tient bon face aux demandes européennes de laisser entrer le bœuf britannique sur le territoire français. Pas question de lever l'embargo, mais la France est de plus en plus isolée, même si le refus du gouvernement s'appuie sur l'avis négatif de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. C'est le principe de précaution qui fait ainsi face aux appels au boycott de produits français lancés outre-Manche et aux menaces de sanctions financières prévues par Bruxelles. Commentaire Thierry. Refusé. La France maintient toujours son embargo contre le bœuf britannique, se réfugiant derrière l'avis d'un comité de scientifiques français indépendant. Et le ministre de l'Agriculture a confirmé ce choix cet après-midi à l'Assemblée nationale. Pouvait-il faire autrement? Je vous prends témoin, qu'aurait-on dit si le gouvernement avait fait fi de l'avis de cette agence et avait décidé d'appliquer la levée de l'embargo décidée par l'Union européenne? De l'autre côté de la Manche, les éleveurs britanniques manifestent et guettent les camions français, appelant au boycott. Moins violent, le ministre de l'Agriculture a tout de même précisé qu'à titre personnel, il ne consommerait plus de produits français. Je ne suis pas pour une campagne de boycott, mais je suis très en colère. Ce n'est pas encore une tragédie shakespearienne, mais c'est déjà une crise européenne. Bruxelles somme Paris de justifier sa décision avant le 8 octobre et David Byrne, s'appuyant lui sur le comité directeur scientifique européen, est plutôt ferme à l'égard des Français. Les scientifiques français n'ont rien apporté de nouveau et nous devons donc nous acheminer rapidement vers une solution. Politique et diplomatie obligent, Bruxelles se dit prêt à réexaminer les analyses scientifiques françaises. Mais jusqu'où cela peut-il aller ? Acte 1, une mise en demeure. Acte 2, un avis motivé. Acte 3, c'est plus grave, une saisine de la Cour de justice européenne. Acte 4, une deuxième saisine et risque d'une astreinte financière. Mais d'ici là, un océan aura coulé sous le pont européen. La Cour de justice, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais condamné la France à payer un franc. On a des procédures en cours. Mais il n'y a pas eu encore d'arrêt. Contrairement au poète, Bruxelles n'oublie pas, mais il prend son temps. Pour nous Français, c'est plutôt rassurant. Pour les agriculteurs français, c'est presque une bonne surprise. Le groupe américain de biotechnologie Monsanto annonce qu'il ne commercialisera pas des semences devenues stériles par modification génétique. Ces semences sont porteuses du gène appelé Terminator qui les rendent stériles au bout d'une récolte, ce qui suppose que les agriculteurs achètent de nouvelles semences chaque saison. Monsanto fait donc marche arrière, pas forcément pour des raisons éthiques, mais peut-être par crainte de mauvaises réactions boursières, comme l'explique Louis Carzou avec Pierre Moscovici. Depuis son dépôt sous le brevet numéro 5723-765, le gène Terminator n'aura mis en péril qu'une seule personne, son propriétaire. Car ce que la découverte n'avait pas laissé voir à Monsanto, c'est l'ampleur de la polémique déclenchée par Terminator. Il est évident qu'une société aujourd'hui ne peut rester insensible aux inquiétudes qui s'expriment de par le monde entier. Donc ce n'est pas uniquement en France, ça s'est exprimé aux États-Unis et dans toutes les régions du monde. Donc il était important qu'avant que l'on développe cette technologie, on intègre toutes ces inquiétudes. Lorsque Monsanto rachète ce procédé, le géant américain de l'agroalimentaire pense mettre la main sur la fortune. Car le gène Terminator n'a qu'une fonction redoutable, rendre plantes et graines stériles après une seule récolte. Dès lors, si l'agriculteur souhaite replanter, il lui faut d'abord racheter de nouvelles semences. Plus besoin de contrat, c'est un gène qui garantit la vente de semences année après année. Une arme tellement parfaite qu'elle va déclencher des levées de boucliers sans précédent, jusqu'aux investisseurs qui finissent par bouder le titre en bourse, en baisse continue depuis le mois de mai dernier. Surtout, cette découverte montre combien il est capital de distinguer entre la recherche du ressort des savants et ses implications du ressort des citoyens. Les applications de la recherche doivent être débattue, discutée par la société qui doit dire si oui ou non elle accepte de les voir se répandre. En écrivant cette lettre où il renonce à commercialiser Terminator, le président de Monsanto espère redorer l'image de son entreprise. Mais à 1 mois et demi de prochaines négociations sur le commerce mondial, il vient sans doute d'apporter un appui inespéré aux adversaires des organismes génétiquement modifiés. Fusion et rapprochement dans le domaine des télécommunications. Fusion tout d'abord aux États-Unis entre deux compagnies, MCI, WorldCom et Sprint. C'est une opération record d'échange d'actions évaluée à 129 milliards de dollars. Et puis rapprochement peut-être en cours en Europe avec l'entrée de France Télécom sur le marché allemand. France Télécom achète plus de 17% de l'opérateur allemand de téléphone mobile E+.
Israël et l'autorité palestinienne se sont mis d'accord pour un passage des Palestiniens à travers le territoire israélien. Selon le gouvernement de M. Barak, les principes de sécurité et de souveraineté d'Israël sur le parcours du passage sont respectés. On voit ici M. Arafat en compagnie du président finlandais Ahtisaari. Gaza sera ainsi relié à d'autres territoires sous administration palestinienne en Cisjordanie. Un nouvel accident nucléaire, cette fois-ci c'est en Corée du Sud, dans une centrale installée au sud-est de Séoul. 22 ouvriers ont été exposés à des radiations. Officiellement, ces radiations sont de faible niveau. Officiellement, toutes les personnes seraient hors de danger. À Paris, les dossiers de fraude électorale restent ouverts, relancés par les socialistes et les Verts, qui viennent de demander au juge d'instruction d'entendre l'ancien maire de la capitale, M. Jacques Chirac. Ce sont les scrutins électoraux dans le 3e arrondissement de Paris qui sont particulièrement visés. Les plaignants affirment que la fraude est avérée et que les responsabilités remontent au plus haut niveau. L'hebdomadaire Le Canard enchaîné en donnera quelques détails demain, mais pour ce soir, voici l'essentiel avec Olivier Caroff et Frédéric Pasquette. Nous avons gagné à Paris, dans les 20 arrondissements, pour une raison majeure. Le Grand Chelem, c'était l'objectif absolu de Jacques Chirac au municipal de 89. Un objectif pour lequel un système de fraude électorale aurait été mis en place, en particulier dans le 3e arrondissement, le fief de l'UDF Jacques Dominati. Le Canard enchaîné révèle les confidences faites par 2 anciens du RPR. L'un d'eux affirme qu'il était prévu de répartir les militants de droite sur 6 arrondissements susceptibles de passer à l'opposition. Il y avait bien entendu le 3e, il se souvient aussi du 20e. Ces électeurs peu ordinaires étaient listés dans un fichier informatique découvert par la gauche en 1995 lorsque Jacques Dominati perd la mairie du 3e. Plus de 800 personnes qui votent dans l'arrondissement sans y avoir jamais habité, des électeurs fantômes. Ce listing, le voici, avec les adresses bidons pour domicilier les électeurs. Qui pouvait les y avoir inscrits? La réponse est dans la colonne « Contact ». On y retrouve les initiales d'un proche collaborateur de Jacques Dominati, autre nom qui revient fréquemment, Legris. Guy Legris est un proche de Jean Tibéri. Selon les témoignages publiés par le Canard enchaîné, il serait au cœur du système. En 4 ans d'enquête, Guy Legris n'a jamais été interrogé. Pour les élus écologistes, partie civile dans l'affaire, il est temps désormais que tous les responsables potentiels soient convoqués par la justice, y compris Jacques Chirac, dont il demande l'audition comme témoin. Encore interpellation de 2 hommes ce matin à Bastia dans le cadre de l'enquête sur l'attentat contre un lycée de Nice commis en avril 1994. Et puis le préfet de Corse, M. Jean-Pierre Lacroix, qui s'exprimait dans le journal Le Parisien, affirme être prêt à employer la force si nécessaire pour détruire les paillotes illégales si elles ne sont pas démontées comme prévu avant la fin octobre. Enfin, l'ancien préfet de Corse, Bernard Bonnet, demande le dépaysement du dossier instruit à Ajaccio au nom, dit-il, de la bonne administration de la justice. À Marseille, hier soir, dans un gymnase, un jeune homme de 17 ans a été abattu par balle par des tueurs armés et casqués. Il est mort par erreur, entre guillemets. Les assassins recherchaient quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre a pu s'enfuir. Il est actuellement en garde à vue. Sans doute les policiers marseillais veulent-ils en savoir plus sur cette petite guerre très sanglante de bandes marseillaises pratiquant parfois le racket ou le trafic de drogue. Reportage de nos correspondants à Marseille, Mickaël Darmon et Vincent Desambre. Le message est volontairement sobre, mais il n'arrive pas à masquer le drame qui frappe ce petit club sportif de Marseille. C'est malheureux que ça se passe dans les salles de sport, vu que c'est fait pour donner l'exemple justement. Bon, quand il se passe des choses comme ça, après, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Rien. Un peu avant 20 h, ce gymnase de quartier s'est transformé en terrain de chasse pour malfrats. 2 hommes armés et casqués surgissent en pleine séance d'entraînement de boxe. Ils cherchent quelqu'un pour l'exécuter. La traque dans le gymnase tourne au drame. Karim est atteint d'une balle par erreur. Un éducateur qui veut rester anonyme a tenté en vain de le secourir. Quand on a été braqué, il n'y a pas grand-chose à faire. On s'est mis dans un coin, on ne bouge pas. Mais ensuite, on est allé voir immédiatement la victime. On lui a apporté les premiers secours, un point de compression, ce qu'on pouvait faire. Karim, adolescent sans histoire, étudiait dans un lycée professionnel. Depuis qu'ils ont appris la nouvelle, ses amis ne quittent plus le hall de l'immeuble. C'est en fait tout le quartier des Églantiers qui se réfugie dans le silence. Toute la journée, le maire de ce secteur réputé difficile a discrètement rencontré la famille, les proches. Il a entendu à chaque fois le rejet de cette guerre des gangs qui sévit à Marseille. Dans ces quartiers dits nord de Marseille,
il y a un certain nombre de difficultés. Mais le drame en soi qui est arrivé et les raisons qui peuvent expliquer ce drame, je pense que ce n'est pas propre à cet arrondissement ou à cette population. Et malgré les progrès de l'enquête de la PJ de Marseille, ce soir les assassins de Karim courent toujours. Cinéma, demain sur les écrans, Ghost Dog, la voix du samouraï, une histoire de tueur à gages qui accomplit ses tâches au rythme du rap. Le réalisateur de ce film est Jim Jarmusch et l'acteur qui interprète le samouraï est Forest Whitaker, déjà couronné pour Bird au Festival de Cannes. Il est dans la voix du samouraï, un black qui régit sa vie selon les préceptes zen, avec quelques adaptations quand même. Présentation Pascal Deschamps et Bruno Livertou. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ma Rolex? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ghost Dog, chien fantôme, est tueur à gages, mais un tueur à gages un peu particulier. Son livre de chevet est la règle des samouraïs, sa philosophie, son code de l'honneur en font un être à part, un guerrier solitaire soumis à une discipline d'un autre âge. Surplombant la ville, Ghost Dog est à la croisée des cultures, déchiré entre le passé et l'avenir, comme beaucoup de jeunes de sa génération. On a dit aux jeunes noirs américains, vos racines ne comptent pas. La culture africaine est inférieure, primitive. Alors vers quoi se tournent-ils? Ils essaient de trouver des succès d'année, ils grappillent ici ou là. Voilà pourquoi la culture hip-hop a emprunté beaucoup à la culture japonaise, aux arts martiaux et à leur philosophie. Et crois-moi, je suis vraiment désolé. Tu sais que... Sur fond de trahison et de vengeance, comme toutes les histoires de samouraïs, Ghost Dog aborde avec humour la confrontation des cultures dans l'Amérique d'aujourd'hui. Ouais, il se fait appeler Ghost Dog. Je sais pas, il y a un tas de blacks de nos jours, un tas de gangsters blacks. Ils ont des noms comme ça, ils s'inventent des noms comme ça. C'est vrai. Eh oui. Là, il veut dire comme les rappeurs. Ouais, les rappeurs, ils ont tous des noms comme ça. Snoop Doggy Dogg, Ice Cube, Q-Tip, Method Man. Mon préféré à moi, c'est Flava Flav de Public Enemy. En principe, nous sommes dans une culture qui est un mélange de nombreuses cultures venues d'ailleurs. C'est le côté positif de l'Amérique. Mais c'est comme ça partout. Il y a toujours quelque chose à prendre. Quelque chose à apprendre dans la différence. Et quand on prend ce quelque chose, c'est comme si toutes les cultures se mélangeaient à l'intérieur de vous. Je suis ton vassal. C'est contraire au code du samouraï de te tuer. Écoute, si t'es vraiment mon vassal, quoi que ça puisse vouloir dire, alors obéis-moi et flingue-moi. Ghost Dog invente avec bonheur le premier flingueur zen de l'histoire du film noir. Pourquoi t'as fait ça? Tu me l'as demandé. Je veux pas te manquer de respect. Voilà, Ghost Dog demain sur les écrans. À la fin de ce journal, nous allons revenir maintenant sur la collision ferroviaire qui a eu lieu ce matin en Angleterre. C'est près de Londres, près de la gare de Paddington. Il était environ 8 h du matin. Vous allez voir de nouvelles images. Ces images ont été tournées par les équipes de secours peu de temps après les faits. Depuis ce matin, donc depuis plus d'une douzaine d'heures, actuellement les sauveteurs continuent leur travail sous les feux des projecteurs. Il y aurait d'autres personnes qui seraient prisonniers dans des wagons disloqués. Il y aurait 26 morts et 132 blessés en Grande-Bretagne. On dénonce les conséquences de la privatisation des chemins de fer. Et puis autre titre de l'actualité, le début du débat parlementaire sur la deuxième loi des 35 heures. La ministre Martine Aubry s'est dit prête à améliorer ou enrichir son texte. On en saura plus pendant les 2 semaines de débat. Dans quelques instants, la météo avec Sophie Davant et puis le très beau film Raison et Sentiment avec Emma Thompson et Hugh Grant qui sera suivi à 23 h 20 de la première du magazine joliment intitulé Alors Heureux et présenté par Frédéric Lopez. À 0 h 50, Laurence Ostolaza vous présentera le dernier journal de la rédaction et puis demain à 13 h vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain 20 h. Bonsoir, merci.